Bonjour à tous. Alors, il y a deux chiffres qui disent tout en matière de crédit. 2023, la production de crédit immobilier a chuté de 40%. Pas 10, pas 20, 40%. C'est énorme. En 2023, les taux des crédits immobiliers sont montés en moyenne à peu près jusqu'à 4,2%. C'est quand même 4 fois plus que ce qu'ils étaient en octobre 2021, c'est-à-dire en seulement 2 années. Alors en fait, le pessimisme pourrait l'emporter, les banques ne prêtent plus, et quand elles le font, ça coûte trop cher. Alors cet épisode, en fait, il va répondre à plusieurs questions fondamentales. Est-ce que cette situation va continuer en 2024 ? Quel est le rôle d'un courtier et est-ce qu'un courtier apporte vraiment un plus à quelqu'un qui veut faire l'acquisition d'un bien immobilier ? Et à quoi peut-on s'attendre en matière de taux de crédit en 2024 ? Et pour en parler, j'ai décidé de m'adresser à l'une des personnes que je considère comme l'une des plus compétentes aujourd'hui, Bérengère Dubus. Alors Bérengère Dubus, elle n'est pas encore très connue du grand public, mais on la voit de plus en plus sur les plateaux télé dès qu'il s'agit de parler de crédit immobilier, de financement et de courtage. Passion Immo, épisode 72, c'est parti. Alors, qui est Bérengère Dubus que j'ai eu la joie d'interviewer et que vous allez écouter dans quelques minutes. Bon, en 2019, elle a fondé l'Union des intermédiaires de crédit. C'est un syndicat, le syndicat des courtiers en crédit immobilier. Elle en est aujourd'hui la secrétaire générale. C'est une Montpelliéraine qui a un parcours assez étonnant d'ailleurs, ce qui pour moi n'est pas du tout péjoratif, bien au contraire. C'est une pure littéraire, comme elle aime le dire. Et puis, elle est tombée un petit peu par hasard, en fait, dans un premier temps, dans le bain de la banque et du courtage. Alors, elle n'a pas fait semblant, puisqu'elle est devenue directeur du CIC Monaco, excusez du peu. Elle est dirigeante de EFI Courtage à Montpellier depuis 10 ans. Et puis, elle a un dynamisme qui est assez incroyable, moi je trouve. Je ne la connais pas personnellement, mais en tout cas je suis assez épaté par son dynamisme, son franc-parler aussi. Alors on peut ne pas être d'accord avec elle, parfois je ne le suis pas quand je la lis sur les réseaux sociaux, mais en tout cas elle ne manie pas la langue de bois, et moi je trouve ça extrêmement intéressant. À une époque où on a tendance à simplifier et puis à se cacher en fait derrière des prises de position pour les édulcorer. Bon, alors Bérengère Dubus, c'est pas son cas du tout, et donc c'est intéressant quand il s'agit de décrypter une situation complexe. Alors dans quelques semaines, on va avoir une date absolument fondamentale, le 6 juin. Alors, qu'est-ce qui va se passer effectivement le 6 juin ? Et vous allez voir que ça a un lien direct avec le sujet d'aujourd'hui et l'entretien avec Bérengère. Le 6 juin, la Banque centrale se réunit. Et le gouverneur de la Banque de France, lui-même, qui est en général plutôt très très prudent pour pas dire davantage, vient de déclarer que la BCE devrait annoncer une baisse des taux. Et là, si on avait ça, ça serait quand même un signal très très fort qui serait envoyé à l'ensemble de l'Europe pour dire que on serait rentré à partir du mois de juin, en tout cas, dans une nouvelle période. C'est-à-dire, on fermerait cette parenthèse, qui a été assez longue, où il a fallu lutter contre une reprise de l'inflation. Et si tel était le cas, effectivement, les acquéreurs devraient être davantage empreints d'optimisme que les 2 années qui viennent de s'écouler. Or, sans préjuger évidemment de ce que va dire la BCE dans quelques semaines, on voit bien que les taux commencent à baisser. Alors c'est timide, mais ça pourrait être l'annonce d'un mouvement de fond. Et puis aussi les banques qui retrouvent des opportunités pour prêter de nouveau, alors qu'elles étaient plutôt frileuses comme le chiffre que j'ai indiqué au départ. Et là encore, ça pourrait être une tendance durable. Donc, on le voit bien, il y a beaucoup d'interrogations. Et donc, on va démarrer assez franchement avec Bérengère, puisque la première question que je lui ai posée, finalement, ça sert à quoi un courtier ? Parce que pour le grand public, déjà que les agents immobiliers, le grand public considère qu'ils sont parfois inutiles, même si je ne partage absolument pas ce point de vue, bien au contraire. Alors, les courtiers, qu'est-ce que c'est encore que cet intermédiaire qui va venir s'interposer entre la banque et l'emprunteur et qui risque de lui coûter cher, mais finalement, pour faire quoi ?
Eh ben, on va poser la question à Bérengère Dubus. J'aime dire que le pas cher coûte toujours trop cher, en fait. Pour économiser 2 000 euros de courtage, on sait que le gain moyen par un courtier, c'est 17 000 euros actuellement. Donc, entre les assurances, etc. Donc, vouloir économiser sur un projet sur 25 ans me paraît pas forcément pertinent. Je rajouterais que le courtier, aujourd'hui, c'est tout sauf un vendeur de taux. Le travail du courtier il va souvent commencer en amont. Et ça, on le facture pas pour savoir combien emprunter, comment s'assurer, quel apport il va falloir constituer. C'est lui qui va dire à l'agent immobilier, vous pouvez signer avec ce client parce que ses revenus le permettent. C'est lui qui va faire le lien avec le notaire. Donc, je crois qu'on est aujourd'hui plutôt un accompagnateur sur du long terme plutôt que juste un super commercial qui négocierait quelques conditions. Est-ce que vous pourriez nous donner un exemple de, parmi vos clients, éventuellement, évidemment sans donner de nom, mais où votre intervention elle a été décisive et puis où cet accompagnement il a été une vraie valeur ajoutée à l'égard de ce client? Alors, c'est un peu dur de vous donner un exemple parce que j'en ai environ 15 par mois, 12 mois par an sur 10 ans, tous les jours. Des exemples depuis janvier, je pense à des dossiers comme ça. Une SCI faite par un monsieur qui a un très bon profil, etc. Il achète sa résidence principale, mais au niveau de l'endettement, il est à 48. 3 fois, sa banque a refusé le dossier. Il vient me voir, j'ai remonté tout le dossier, j'ai argumenté, j'ai changé les chiffres, j'ai fait baisser l'apport, soldé des prêts. Sa même banque vient de l'accepter son dossier. D'accord. Parce que j'ai permis que ce dossier rentre dans les cases. D'accord. Vous lui avez fait redescendre son taux d'endettement, pour le coup? Tout à fait. On est passé de 49 ou je sais pas combien à 38. Ouais. Et à 38 en SCI, ça sortait. D'accord. CCE. Je vais penser à mon petit couple tout mignon qui achète leur résidence principale ensemble. Madame a eu un bébé, mais le problème, c'est qu'elle avait déjà acheté sa résidence principale avant de se marier. Ouais. Donc, sa banque a dit non au projet. Ce que j'ai fait finalement, c'est que j'ai fait moduler le prêt du locatif en rajoutant la durée de 2 ans, qui a permis de baisser le taux d'endettement. Ils étaient de nouveau primo-accédants. Donc, j'ai pris le prêt Action Logement auquel monsieur avait droit, ce que sa banque n'avait pas dit, et le prêt du département. Et on vient de retomber à 34. Et le dernier exemple, le couple de professionnels de l'immobilier, vous voyez, opération, la maison de leur rêve, il faut qu'ils fassent un prêt relais. 3 fois, leur banque leur a dit non. En moins de 2 mois, ils viennent d'avoir leurs offres bancaires avec le prêt relais pour acheter. Et comme en plus, ils ont vendu en même temps leur appartement, le prêt relais que j'ai fait pour les sécuriser, et ce qui fait que le vendeur a accepté de leur vendre, ne sera jamais débloqué, vu qu'on va vendre le matin, acheter l'après-midi. Ça leur a coûté 0, mais ils ont eu leur bien. Vous voyez, c'est 3 dossiers depuis janvier qui me viennent en tête. D'accord, très bien. Alors, moi, la question, elle me vient presque naturellement. Est-ce que finalement, vous ne venez pas suppléer la défaillance d'accompagnement des banques par rapport au travail que faisaient les banques il y a 20 ans, 25 ans? Ou est-ce que j'ai la dent dure? Je sais que vous avez parfois la dent dure à l'égard des banques, on va y Tout à revenir fait. un peu après. Qu'est-ce que vous en pensez de la mission des banques aujourd'hui, justement, pour l'accompagnement du prêt? Alors, on ne peut pas me reprocher d'être trop consensuel avec les banques. Je pense que c'est trop sympa. Vu ce que je peux dire des fois. Donc, quand je dis que là, pour le coup, je pense pas qu'on supplie les banques. Le banquier, pour moi, c'est le juge. Le banquier, c'est le juge. Quand il a un dossier, ce n'est pas à lui de faire rentrer le dossier dans les cases. Il est là pour juger le dossier. Moi, je suis l'avocat, je suis celle qui le prépare. Donc, première chose, je pense pas que ce soit le métier du banquier d'expliquer forcément à son client ce que moi j'explique. Puisque là, il est là pour juger un risque. Il n'est pas là pour expliquer comment optimiser. OK. Seconde chose, chaque banque a un référentiel risque. Et le banquier, dans son référentiel, ne peut pas faire certains dossiers, mais une autre banque le fera. Et ce n'est pas son rôle de connaître toutes les situations et toutes les banques. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des banques, pour de l'artisan, de la profession libérale, ils sont capables de faire des choses extraordinaires. J'ai d'autres banques, elles n'ont jamais su sortir un dossier pro de leur vie. J'ai des banques sur des petits revenus, mais des gens du territoire où la famille est cliente, il y aura cette notion humaine qui pourra faire. D'autres banques en seront incapables. Donc, c'est pas tant que je supplée les banques que je suis toutes les banques. En fait, je connais tous les critères. Et même si le courtier sollicite l'ensemble des banques, je dis toujours à mon client qu'en général, il n'y a que 3 ou 4 banques qui correspondent à un profil. Je sais que là, j'ai un dossier, vous voyez, qui est un peu atypique, mais sur 2 professions libérales, directement, je sais déjà dans quelle banque ils vont sortir. D'accord. Et alors,
Oui, je vous entends, mais en même temps, je vous lis parfois et vous êtes un peu sévère à l'égard des banques qui semblent tenir le discours, mais c'est vous qui allez me dire si je me trompe ou pas, des banques qui tiendraient le discours. Bah, finalement, on préférerait que vous passiez par nous directement plutôt que par un courtier. Visiblement, on entend Je ce sais. discours. Ouais. Mais vous savez, je crois que les policiers préféreraient qu'en garde à vue, il n'y ait pas d'avocat. Je crois que les procureurs aimeraient qu'il n'y ait pas forcément de défense. J'exagère un petit peu, mais finalement, moi, je suis celle qui défend le dossier. Quand le banquier, j'ai des exemples, hein, j'ai des exemples où la banque a fait du 4,80 à son client, je lui ai trouvé du 4,05 et je retourne voir sa banque pour dire souhaitez-vous garder ou pas le client. Et là, pour garder son client, elle perd 36 000 euros d'intérêt sur la durée. Forcément, elle n'aime pas. La vraie question qu'il faut se poser, c'est pourquoi une banque qui ne paye pas un courtier refuserait de recevoir le dossier de son client, monté, organisé, trié avec une assurance professionnelle, un devoir de conseil, un médiateur, une RCPO. La seule chose, c'est qu'un client qui est informé est un client qui est moins rentable. Et effectivement, nous créons avec les banques des vraies relations de qualité, mais on les met en concurrence. C'est notre métier. Et il y en a qui n'aiment pas la concurrence. Alors justement, est-ce que vous pouvez rappeler l'évolution de la législation par rapport à à ce rôle qu'ont les courtiers aujourd'hui et dont elles ne peuvent pas faire abstraction, les banques, si j'ai bien compris? C'est fini. En fait, j'aime bien dire le courtage est mort, vive le courtage. À l'époque, le courtage était un métier merveilleux. Les courtiers, les banques, grande histoire d'amour, on était des négociateurs. On négociait le taux. La banque disait je veux tel dossier parce qu'elle voulait toutes des parts de marché il y a 20 ans. On prenait au plus offrant et c'était parfait. Petit à petit, cette histoire d'amour a connu des hauts, des bas et les banques ont commencé à nous voir comme des concurrents, ce qu'on est depuis toujours. Les relations sont tendues. Et au niveau de la législation, le courtier est mandaté par son client. C'est-à-dire, mon client me mandate, c'est comme une procuration pour le remplacer. Mais les banques avaient proposé de payer le courtier 1% du montant du prêt. Parce que nous amenions des clients avec un gain de temps, forcément, puisque tout est fait, et avec un gain de conformité et une sécurisation juridique, vu que c'est nous qui sommes responsables. Et finalement, elles ont cru qu'à nous payer qu'on était leurs salariés. Et petit à petit, ce rapport équivalent, ça a commencé à être, attends, moi je te paye, donc fais ça, etc. Et on a rappelé qu'on ne travaillait pas pour elle, mais pour le client. C'est arrivé au clash de 2019, où certaines banques menées par le Crédit Agricole du Languedoc ont dit, nous, on paye plus les courtiers sans préavis, ce qui est un choix. En revanche, on refuse de traiter tous les clients qui auront un courtier. Et ça, c'est totalement illégal, puisque les banques n'ont pas plus le droit de refuser que le client ait un courtier, c'est ce que je disais, que le policier, l'avocat, que le débiteur ait un huissier ou le locataire une agence en gestion locative. Et donc là, on est allé très loin, et c'est pour ça que j'ai créé le syndicat. Je suis allée jusqu'à Bercy, j'ai saisi la DGCCRF, etc., pour que soit rappelé le code monétaire et financier et le code civil. Et le code civil est clair, il dit le contrat passé entre les parties s'oppose au tiers. Le contrat que j'ai avec mon client, il s'oppose à tout le monde, à la banque, au notaire, à l'agent immobilier, et donc on doit me laisser travailler. Et finalement, il y a eu cette période complexe qui a bouleversé beaucoup d'équilibres. Elle a bouleversé les équilibres avec les banques. Mais elle a aussi bouleversé l'équilibre, ce que j'avais pas compris à l'époque. Chez certains gros franchiseurs, qui eux vendaient tout simplement les conventions. Ils disaient à des petits indépendants comme moi, si tu viens travailler chez moi, comme je suis payé par la banque, tu pourras travailler. Aujourd'hui, n'importe quel courtier, dès lors qu'il est diplômé, à jour de ses obligations, peut travailler librement avec les banques. C'est le modèle de certaines franchises qui s'écroulent, mais c'est également un métier qui est fantastique. Aujourd'hui, en étant payé par notre client, en étant totalement indépendant et en ne risquant pas que la banque puisse nous faire pression, on travaille avec une compétence accrue et les rapports avec les banques, pour moi, n'ont jamais été aussi excellents. On crée un nouveau rapport avec les banques où finalement, effectivement, ils ne nous payent plus. Il y a encore 50% des banques, hein, on ne va pas rentrer là-dedans, mais où on est vraiment des indépendants, on est vraiment des professionnels et on retravaille ensemble, main dans la main. Et je trouve que c'est excellent. La preuve, j'ai animé une conférence au Salon de l'immobilier il y a quelques jours avec la Banque Populaire en binôme. Oui, Oui, donc ouais, ça n'a posé aucun problème. En fait, ça a pu poser, comme toujours, il y a eu un rapport de force. Ouais. Quand j'ai assigné des banques en justice, quand l'UIC cite les mauvaises pratiques bancaires, quand, ça a mis ce rapport de force. Maintenant, la loi est là. Et la loi a dit que les banques doivent nous laisser travailler. Et à partir de là, les banques sont quand même des organismes qui respectent globalement la législation et on y arrive.
Et ça veut dire que moi, mon client, je peux l'envoyer chez Boursorama, à la Banque Populaire, au Crédit Agricole. Parce que ce qui est important dans le panorama, c'est que chaque banque a vraiment sa spécificité. Et on ne peut pas être un bon courtier si on ne sollicite pas toutes les banques. On ne peut pas être un vrai courtier si on ne travaille qu'avec les banques qui nous paient. Et c'est ça où le métier a changé. Aujourd'hui, moi, j'ai des clients, j'ai 8, 9 propositions. Et il faut que les anciens courtiers de l'ancien monde fassent leur deuil. L'époque où les banques te payaient, c'est terminé. Aujourd'hui, tu as un vrai conseiller, tu as un vrai devoir de conseil. Tu dois remettre un rapport à ton client. Tu dois solliciter un maximum de banques, etc. Et c'est ce changement qui est très bien accepté chez les indépendants et qui a encore un petit peu des freins chez certains nationaux. Bien. Alors, je voudrais qu'on parle un petit peu quand même de cette aventure syndicale, parce qu'après tout, c'est pas si fréquent aujourd'hui, donc en 2019, de créer un syndicat. Et moi, j'ai l'impression, en tant qu'observateur, hein, je vous vois sur les réseaux sociaux, et puis ayant observé un peu le fonctionnement syndical de manière générale depuis une vingtaine d'années, que vous êtes dans une forme de syndicalisme vraiment de 2024, où vous n'hésitez pas à dire les choses, parfois à nommer, je pense à certains banquiers que vous avez pu nommer, etc. Alors déjà, qu'est-ce qui vous a motivé? Parce que j'imagine que votre temps est déjà assez pris pour que vous ayez encore à rajouter une activité syndicale. Alors c'est quoi la motivation en 2019, quand le Crédit Agricole du Languedoc a rompu toutes les conventions, sans préavis, par SMS, après 10 ans de relations, j'ai trouvé que c'était le crachat de trop, l'insulte de trop, après des années où les banques nous respectaient de moins en moins. Et quand ils ont dit qu'ils ne traiteraient plus nos dossiers, Crédit Agricole, c'est 30% de part de marché, le Crédit Mutuel et le CIC ont décidé pareil, et je me suis rendu compte que notre métier allait mourir. Donc j'ai appelé les associations, puisque les courtiers, nous, on adhère à des associations. Donc j'ai appelé toutes les associations pour dire notre métier va mourir, on ne peut plus travailler, il faut agir. J'ai eu peur, hein, je suis associée avec mon mari, j'ai 4 enfants, je suis chef d'entreprise. J'ai eu très peur. Et au bout d'un moment, les associations m'ont dit, mais on n'est pas là pour ça, il faut pas se fâcher avec les banques. Il y avait toujours cette peur des banques à l'époque. Hein. On n'est pas un syndicat. Et celle qui m'a dit, on n'est pas un syndicat, j'ai raccroché. J'ai dit, mais pourquoi on n'a pas de syndicat? Et effectivement, seul un syndicat peut aller en justice et seul un syndicat peut assigner. Et donc, j'ai tapé sur Google, créer un syndicat. J'ai fait ça. Et j'ai appelé tous mes confrères de Montpellier pour dire, écoutez, ça suffit. Aujourd'hui, on n'arrive plus à travailler, etc. Il faut réagir. Et j'ai créé l'UIC à Montpellier. Nous étions 2, 3, 8, 10. Et je suis partie. Et des confrères m'ont dit, mais va à Béziers. Et puis de Béziers, va à Narbonne. Et de Narbonne, va à Toulouse. Et de Toulouse, va à Bordeaux. Et finalement, jusqu'à ce que l'UIC soit national aujourd'hui et qu'on arrive à ça. Mais c'est vraiment parti de me dire, la vraie phrase que je me suis dit, écoutez, si je dois crever, je suis pas à 20 000 balles près. Donc j'ai dit, je prends, voilà, j'ai assigné en justice et j'ai payé à toute personne de frais de justice. Je me suis dit que si mon métier disparaît, je partirai avec panache. Il y a eu beaucoup d'orgueil, je crois, dans le syndicat. D'accord. Donc vous n'êtes pas tombé dans la marmite du syndicalisme quand vous aviez 20 ans, quoi. C'était une affaire de circonstance. Mais à la fois, je vous dis ça. Et à la fois, ma maman dirige le syndicat des métiers forestiers. Ah, À la fois, j'ai été scout d'Europe. Et le scoutisme, c'est quand même un engagement très fort. J'ai été scout d'Europe, mes enfants sont scouts d'Europe. C'est un engagement fort ou l'autre. J'ai été, quand j'avais 18 ans, je me suis engagée, j'ai fini présidente d'SOS Racisme dans les Alpes-Maritimes, quand la mairie à l'époque était Rassemblement National, vous voyez, à 19 ans où je courais avec des gants en bombers qui me poursuivaient. Donc je crois que j'ai toujours eu ce sentiment d'injustice qui vient dans ma famille, dans ma culture. Donc est-ce que je suis syndicaliste? Non. Est-ce que j'ai cette culture de l'engagement sur les causes qui me tiennent à cœur? Bien sûr. Bien. Alors, est-ce qu'on peut dire que les courtiers ont souffert depuis 2 ans? C'est vrai qu'on en parle peu, on est assez focalisé sur les professions immobilières telles que les agents immobiliers. On en oublie un petit peu les courtiers. Ils ont souffert, les courtiers? Ah, les courtiers ont souffert terriblement. Les courtiers, en fait, nous, là, on sort de la crise maintenant. C'est-à-dire qu'on est en décalage par rapport à l'immobilier. 2020, les banques décident de plus payer. Moi, j'étais un courtier gratuit. C'est-à-dire que moi, je ne prenais que le 1% bancaire, je ne prenais rien à mon client. Donc, j'ai eu non seulement une perte de chiffre d'affaires, mais derrière, j'ai dû transformer mon modèle. J'ai dû apprendre à vendre des honoraires. Donc, il y a eu cette claque de 2020 où on a perdu les banques qui travaillaient plus, les banques qui payaient plus, très dur. Plus Covid. On arrive en 2021 un petit peu quand même essoré. On essaye de reprendre le marché.
2022, marché complètement bloqué par le taux d'usure. Et ça, c'est la faute de la Banque de France qui a bloqué le marché volontairement. Nous, dans le Sud, on s'en sortait bien, mais à Paris, où les taux étaient un peu plus élevés, il y a 0 dossier qui sortait. Et on se retrouve en 2023 avec les règles HCSF qui datent déjà de 2020, mais qui rajoutent encore une norme sur l'investissement locatif, ce qui fait que finalement, les banques ne payent plus, taux d'usure 50% de dossiers refusés, hausse des taux brutale, de moins en moins de gens qui peuvent emprunter, le HCSF qui bloque. Donc effectivement, on a vécu une période complexe. Mais la bonne nouvelle, c'est que moi, j'ai fait une année 2022 extraordinaire qui est meilleure depuis mes 10 dernières années. 2023, une très bonne année, j'ai perdu que 13%. Et là, je fais une bonne année 2024 parce que notre métier a changé. Et vu que notre métier change, en fait, nous avons des opportunités que nous n'avions pas du tout à l'époque. Aujourd'hui, je travaille sur tout le territoire puisque j'ai pas besoin de convention bancaire. Aujourd'hui, mes clients vont me payer, me commissionner pour négocier avec leur propre banque, vu que leur banque ne peut pas s'y opposer. Aujourd'hui, mon métier, je fais du conseil, c'est-à-dire que notre métier est tellement devenu précis, ciblé au service du client et qualitatif. Moi, l'année dernière, j'ai eu un taux de transformation de 97%, alors que 45% de dossiers étaient refusés. C'est-à-dire que le métier a tellement changé que même si on a moins de clients, la transformation, elle est là, la confiance est là, la recommandation de mes clients. Et puis, il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier, plus le marché est dur, plus il faut sortir le dossier. Quand les taux étaient à 0,90, les agents immobiliers, les promoteurs, les clients, nos apporteurs, tout le monde avait son crédit. Maintenant que les taux sont compliqués, tout le monde a besoin des courtiers pour sécuriser les ventes. Donc finalement, même s'il y a moins de transactions, nos parts de marché augmentent et la satisfaction aussi. Donc, est-ce qu'on a souffert? Oui. Est-ce qu'on a su se réinventer, se transformer? Oui. Et je crois que ce que doivent faire aujourd'hui les professionnels de l'immobilier, j'interviens beaucoup chez des promoteurs, des constructeurs comme ça, je leur dis, mais ce que vous devez faire, c'est ce qu'on a fait nous. On a fait le deuil des conventions. On ne sera plus jamais payé par certaines banques. C'est pas grave. On s'est réinventé. On a fait un modèle et on a recréé du lien. Aujourd'hui, le prêt à taux zéro dans la maison individuelle, il est supprimé, c'est vrai. Ce que vous devez faire, c'est changer de modèle, trouver une nouvelle solution de financement et repartir. Donc, je crois que les courtiers, on a vécu la crise avant la crise. D'accord. Et vous sortez de la crise avant les autres? Moi, et on va dire les courtiers primo-adhérents du syndicat, c'est-à-dire ceux qui, depuis 2020, appliquent notre méthode, mandat exclusif, sécurisation des ventes, etc., etc., on fait tous, depuis 1 an et demi, on travaille tous 10 fois mieux et sereinement. D'accord. Ils sont encore dans l'ancien modèle en disant, mais la banque, si j'ai pas de convention, j'ai pas le droit d'aller la voir. Ceux qui n'ont pas fait cette transformation souffrent énormément. D'ailleurs, il y a des gros groupes qui ont fermé l'année dernière. Mais les groupes qui ont fermé, c'était principalement des groupes qui recrutaient des armées de Mexicains qui payaient à la com. Et la seule chose qu'ils leur vendaient, c'était des conventions. J'ai une convention avec la banque, viens bosser chez moi, tu pourras bosser. Et pourquoi ils ont fermé? Parce que ces courtiers ont dit, je préfère être seul, puisque je peux travailler avec tout le monde. Alors, je voudrais qu'on parle un peu du HCSF, parce que le HCSF... Ça va m'énerver. Oui, je sais que ça va vous énerver. Oui. Alors, j'ai interviewé il y a pas très longtemps un député, Lionel Causse, qui a mis sur le tapis une proposition de loi visant à réformer ce HCSF, à la fois en y incluant éventuellement la présence de parlementaires dans les réunions de ce HCSF, et par ailleurs en donnant plus de souplesse à ce HCSF. Alors, je vous vois trépigner devant mon écran. C'est-à-dire, vous êtes opposé à cette proposition de loi déjà pour démarrer là-dessus? Je suis pas opposé. Je suis pas opposé à cette proposition de loi. Peut-être que c'est un moindre mal, comme l'a dit l'autre jour Guillaume. J'en ai parlé avec Guillaume Casberian, que j'ai rencontré il y a une semaine, ministre du Logement, le ministre. Et effectivement, il soutient cette proposition de loi. Christophe Béchu aussi, et c'est sûrement un moindre mal. Le problème du HCSF, c'est que c'est pas un comité technique, c'est un comité politique. Il a été fait sous François Hollande, où on n'a mis que des socialistes. Aucun professionnel, vous regardez qui le compose. La Banque de France, très bien. Derrière, la CPR, dirigée par la Banque de France. Le comité des comptes publics, dirigé par la Banque de France. Donc déjà, c'est un peu comme moi, quand je fais un comité directeur dans ma société avec mes salariés que je paye à la fin du mois, à qui je dis qu'il n'est pas d'accord avec moi. On va dire un petit peu que l'autorité étant là, ça ne veut rien dire. Et derrière, il y a des consultants. Des consultants, c'est des chercheurs, des professeurs, c'est des gens qui sont à la fac d'éco depuis 35 ans, qui n'ont jamais vu une vraie personne, qui n'ont jamais vu un vrai crédit, qui ne comprennent rien à la réalité.
mais qui étaient proches du pouvoir à l'époque sous Hollande. Donc, on a mis ces gens pour freiner le marché, qui sont des politiques sans compétences techniques, et la solution est de mettre du politique. Alors, on peut rajouter un député, mais Lionel Cos, il a une vision, il souhaite faire réformer le HCSF, tant mieux, c'était lui. Mais ça veut dire que la prochaine fois où on aura un nouveau gouvernement, on remettra des gens politiques. Je crois que la première chose à faire dans le HCSF, c'est de mettre des professionnels, en fait. Le syndicat des courtiers, je pense qu'on a tout à faire au HCSF. Je pense que le président de la Fédération bancaire française, qui aujourd'hui est le président du groupe des caisses d'épargne, qui a toujours été une banque impliquée sur le territoire, respectueuse et qui a une vision à la fois locale et avec la Banque populaire, qui sont du même groupe social, doit être là. On fait la prison de la Fédération bancaire française, on met le syndicat des courtiers. Pourquoi ne pas mettre un représentant du monde de l'immobilier? Mais je ne suis pas sûre que mettre du politique qui n'a pas de compétences techniques, puisqu'on voit que le problème du HCSF, c'est de la technicité, en fait. Et que comme personne ne sait calculer un taux d'endettement, personne ne comprend le problème. Vous expliquez le problème du HCSF à des néophytes, tous les courtiers le comprennent, tous les banquiers le comprennent. Dès que je parle à un journaliste, il ne sait même pas calculer un taux d'endettement. Donc, je ne suis pas sûre que la solution à une crise politique par un comité politique soit de rajouter du politique. Mais peut-être que c'est ce qui permet de temporiser jusqu'à la prise de retraite, et je l'espère, de M. François Villeroy de Galhau, qui a quand même 64 ans. Donc voilà, je me dis, on subit jusqu'à ce qu'il parte à la retraite, et qu'est-ce qu'on fait? Mais ne croyons pas que le HCSF est un outil technique, c'est un outil politique mis en place par François Hollande avec des sympathisants socialistes. Alors derrière les hommes, il y a aussi des choix. Il y a des choix. Vous avez évoqué rapidement le taux d'endettement, etc. Qu'est-ce qu'il faudrait en fait pour être extrêmement concret? Faut faire exploser le plafond de 35%. Faut donner plus de liberté. Qu'est-ce qu'il faut faire pour... En fait, il faut faire ce qui a toujours existé. Ouais. Ce qui a toujours existé, c'est qu'il y a une norme qui dit qu'on est endetté environ à 33-35%. Ouais, on est d'accord. Voilà. Que les revenus locatifs ne sont pas calculés comme les revenus du travail. C'est très simple. On peut être endetté à un tiers de ses revenus. C'est-à-dire, on va diviser, d'accord, votre charge, 1 000 euros de crédit, par vos revenus, 3 000 euros par mois, fois 100, 33%. Parfait. Vous gagnez 3 000, vous avez 1 000. Revenus locatifs, on fait l'inverse. Imaginons, vous avez 1 000 euros de loyer qui rentrent et 700 euros de crédit. Pour tous les gens, vous avez 300 euros de rentrée par mois. Eh bien, si maintenant on calcule avec cette norme HCSF, je vais diviser les 700 euros de crédit par les 1 000 euros de revenus et vous êtes endetté à 70%. Donc, calculer les revenus locatifs comme on calcule les revenus du travail n'a pas de sens. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on demande? Que les revenus locatifs, comme à l'époque, soient calculés avec la méthode très simple de la compensation. Le crédit moins le loyer. Si vous avez 300 euros, c'est du revenu. Si vous avez moins 300 euros, c'est de la charge. On est d'accord? C'est bête, c'est simple, c'est basique, ça marche depuis 40 ans. Seconde chose, que le taux d'endettement soit calculé en bonne intelligence. Par exemple, dans le cadre de prêts progressifs, où le taux est fixe, mais la mensualité prend 10 euros par an. Donc, vous partez à 700. Donc, 15 ans, vous êtes à 770, et puis dans 25 ans, vous êtes à 800. Le HCSF demande de calculer le taux d'endettement au bout des 25 ans. On prend les revenus d'aujourd'hui, le crédit en 25 ans. Pourtant, on sait tous que la durée de détention d'un crédit, c'est 8 ans. Et ce même HCSF dit qu'on calcule le coût de l'assurance sur les 8 premières années. Donc, on calcule l'assurance sur 8 ans et l'endettement sur 25 ans. Quel est le sens? Aucun. À l'époque, les banques, quand on avait des profils évolutifs, moi j'ai beaucoup d'internes en médecine, ils sont à 3 000 euros par mois, mais on sait très bien qu'une fois qu'ils seront médecins, ils seront à 6. À l'époque, j'endettais des internes en médecine à 40%. Puisqu'on savait très bien que c'est temporaire. Aujourd'hui, on n'a pas le droit de le faire. La notion du reste à vivre. Le taux d'endettement, c'est 35%. Hier, j'ai vu un client qui a un revenu fiscal de référence de 595 000 euros. Même endetté à 60%, il doit encore lui rester 25 000 balles par mois pour faire ses courses. Est-ce que ça a du sens? Donc, ce qu'on demande, c'est pas d'exploser le HCSF, c'est de redonner aux banques la liberté, puisque le HCF sanctionne les banques. Redonnons aux banques la liberté d'être capables de calculer leur taux d'endettement en bonne intelligence avec un dossier spécifique. Alors pourquoi les banques qui ont quand même, a priori, une marge de manœuvre ne l'utilisent pas à plein? Qu'est-ce qui bloque à ce niveau-là? Déjà, le problème d'une règle, c'est que quand vous donnez une règle qui est juste,
Vous pensez pas y déroger. Quand je dis à mon fils que s'il sort, je veux qu'il rentre à 2 heures du matin, c'est pas pour lui dire, mais mon chéri, une fois sur 5, tu peux rentrer ivre-mort à 4h30, c'est ta part dérogatoire. Toi, j'ai choisi qu'il rentre à 4 heures, toi, je dis qu'il rentre à 2 heures. Quand je dis demain au restaurant que je souhaite un menu à 30 euros, ils me disent pas une fois sur 5, on vous a facturé 50, c'est notre marge de facturation. Une règle juste, on la tient. Vous êtes d'accord? Donc le HCSF, qui depuis 2 ans n'arrête pas d'augmenter, on peut déroger à 15, à 20, 30, 40, voilà, on peut monter. Hein. Ça prouve bien que la règle est absurde et qu'ils ne la maintiennent que dans un problème d'ego. Première chose. Seconde chose, comment vous arrivez à piloter sur tout un territoire une dérogation de 20%? Parce que ce que n'a toujours pas compris le gouverneur de la Banque de France, c'est la même crise que le taux d'usure. Un crédit, c'est long. C'est-à-dire que moi, quand je vois un client au mois de mars, il va signer son compromis plutôt sur avril pour avoir ses offres de prêt plutôt sur mai et décaisser de son crédit sur juin. On est d'accord? Ça, la Banque de France l'a jamais compris, ce problème entre le décaissé et l'accord. Ce qui veut dire que si aujourd'hui la banque m'octroie une dérogation, ça ne comptera pas sur le mois de mars. Ça va compter sur le mois de juin au décaissement. Elle est incapable de savoir sur tout le territoire, notamment les banques nationales, comment elle peut savoir sur tout le territoire à combien on sera en juin. Sauf que si en juin, elle est à 25, elle sera sanctionnée. Donc, à la limite, elle ne veut pas y aller. Oui, il y a une sorte d'autocensure, en quelque sorte. Il y a une autocensure. Et d'ailleurs, pourquoi les banques qui jouent le plus le jeu sont des banques régionales? Le Crédit Agricole remplit son rôle social et le remplit très bien dans le Languedoc. Vraiment, la Caisse d'épargne n'a jamais lâché, la Banque Populaire aussi, parce que c'est quand même des banques locales et donc elles gèrent 60, 80, 100 agences, mais elles arrivent à peu près à faire ça. Comment vous voulez qu'une Société Générale, une BNP, arrive sur l'ensemble du territoire à faire? C'est impossible. Donc, c'est pour ça que les banques n'y vont pas. Alors, pour terminer, est-ce qu'on pourrait donner un petit peu de la perspective sur 2024, même si je sais que l'exercice n'est pas toujours évident et puis qu'il est un peu casse-gueule quelque part, voilà. Mais vous avez ce sentiment que la crise, on en sort progressivement. Et un petit peu question qui est emboîtée dans la première, est-ce que dans les mois qui viennent, un emprunteur qui éventuellement était frileux se disait je vais pas y aller parce que j'entends quand même un discours qui est assez négatif, voire crépusculaire. Quel message vous allez lui passer? Alors, moi, ça me fait beaucoup rire. J'aime bien parler sur les réseaux de Jean-Michel Boomer. Alors, c'est pas un problème d'âge, mais Jean-Michel Boomer, c'est un homme qui a 55 ans, qui sait tout mieux que tout le monde, même s'il est paysagiste, il connaît mieux le courtage qu'un crédit en général. Et Jean-Michel Boomer, il va vous dire, mais mon Dieu, faut pas emprunter, l'immobilier est trop cher parce qu'à mon époque, on avait acheté une maison à 50 000 euros. Ok. Jean-Michel Boomer, il est journaliste, t'as vieilli, il est journaliste comme tout le monde. Il est journaliste, il est sur Twitter parce qu'il a le temps. Il est à la Banque de France. Et donc, Jean-Michel Boomer a passé 1 an à dire, mon Dieu, acheter à 5% sur 25 ans. C'est une folie. Vous vous rappelez, vous les avez tous lus. Qu'est-ce que j'ai dit pendant ce temps-là? La durée de détention d'un crédit est de 8 ans et aucun de ces prêts ne dépassera maximum, je pense, 4 ans. On voit déjà que ceux qui ont acheté à 4 avec des taux à 3,90 pourraient racheter et gagner 150 euros par mois en moyenne sur le panier moyen. Donc, ça nous prouve pour tous les gens qui ont peur que acheter, on ne perd jamais. Quand vous achetez, puisque vous êtes calculé en taux d'endettement, si vous êtes capable de payer 1/3 de vos revenus pour un crédit, votre mensualité ne pourra que baisser. On ne pourra que la renégocier, que la moduler, que profiter. Si vous êtes locataire, votre mensualité de facto ne peut que monter avec l'inflation. Donc, les gens qui étaient frileux l'année dernière, je ne comprenais pas forcément pourquoi. Là, avec des taux qui sont à 3,90, qui finiront en fin d'année, je pense, dans les 3,20, vous voyez, on va tranquillement diminuer. Bien sûr, les emprunteurs reviennent. On a un début d'année qui est bon, les emprunteurs reviennent. Il y a aussi que je crois, les agents immobiliers, tout le monde a compris qu'il fallait faire son deuil de certaines habitudes et se transformer. Donc, on est sur un métier qui se transforme. Je suis néanmoins très inquiète pour 2 choses. La promotion. Aujourd'hui, on a une pénurie de logements locatifs pour nos étudiants, pour les foyers, pour les jeunes. Et on sait que le logement neuf est quand même un moteur. Or, aujourd'hui, le logement neuf est clairement bloqué en accident, avec des plans sociaux sur Nexity, avec des licenciements. Et là, je suis très inquiète au niveau du coût social et au niveau de la pénurie locative qui touche les étudiants, les jeunes couples. Et ça, c'est terrible. Et on n'y arrivera pas sans lancer le logement neuf. Et le problème du logement neuf, quand on me dit, c'est toujours Jean-Michel Boomer en général, qui me dit, mais 6 000 euros le mètre carré, les promoteurs, ils se gavent.
Peut-être qu'ils vivent bien. Mais le problème, il faut savoir quand même que sur tes logements promoteurs, sur ton immeuble, tu as 40% de social, obligé par les mairies. Et ces 40%, ils sont à un prix du mètre carré qu'on t'a imposé à 2004. Donc, quand tu perds de l'argent sur ton social, que ce soit de l'accession, etc., tu es obligé de le répertorier sur ton libre. Pourquoi le libre est à 100 000 euros du mètre? Parce que le social est à 2004. Ce qui veut dire que si on ne va pas du libre grâce à la Pinel, je fais simple, hein, tu financeras pas ton social. Donc, la suppression de la Pinel, on dit l'avantage fiscal pour les foyers aisés. Je veux bien. Pour moi, la Pinel, j'étais surtout sponsorisée l'accession ou la location, on va dire, régulée et modulée. Donc ça me pose problème. Donc, vous militez pour un nouveau dispositif qui viendrait remplacer le Pinel à la fin de l'année? Alors, pas forcément un nouveau dispositif, puisque je pense toujours qu'il faut réfléchir de manière déconstruite pour le coup. Le Pinel est mort, très bien. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? C'est pas forcément la même chose à part faire du Pinel, du CD. Peut-être que c'est pas ça la solution. Mais est-ce que c'est sur les nouveaux programmes être capable d'abaisser les normes qu'on exige des promoteurs pour que les coûts baissent? Est-ce que c'est que les métropoles, les villes mettent du foncier moins cher à disposition pour que le prix du foncier soit moins cher? Voilà, en fait, c'est toutes ces questions qu'il faut se poser. Alors ça, c'est pas mon métier. Et moi, je pense que chacun ne doit parler que de son métier. Donc, je vais pas parler à la place des promoteurs, je ne suis pas compétente. Je vois juste, moi, au niveau de la pénurie locative et au niveau de la promotion, qu'il va falloir agir. J'ai une petite sœur qui a 25 ans, qui est parisienne. Elle se loge dans un truc ridiculement petit pour 900 balles par mois au 6e sans ascenseur. Elle travaille, elle est en CDI, elle a un Master 2, elle pourra jamais acheter en région parisienne. Ça, c'est la réalité. Moi, je le vois, mes salariés. Donc, ce problème du logement neuf pour les jeunes, pour les classes populaires, il va falloir le résoudre. Toute dernière question. Aujourd'hui, est-ce qu'on pourrait recommander à un jeune de devenir courtier ou pas? Quel message vous passez à des jeunes, qui sont encore en études et puis qui sont intéressés? Moi, je sais que j'ai des étudiants qui sont intéressés par le courtage. Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Alors moi, je leur dirais non. Mais alors ça, je sais que je vais décevoir beaucoup, mais en fait, c'est rigolo. Vous avez deux sortes de courtiers. Il y a les vieux comme moi. Ouais. Qui ont fait ce métier depuis 10 ans, 20 ans, mon associé, qui est mon époux, mes confrères, on a 40 ans, ça fait 15-20 ans. On a connu l'époque où vraiment les relations étaient fortes, etc., avec les banquiers, avec les clients, cette période souple. Et aujourd'hui, on trouve parfois que le métier est dur, il est combatif, puis ça nous a fatigués. Moi, 5 ans de syndicat, me battre pour travailler, ça nous a fatigués. Donc, on a tendance à se dire que le métier nous a épuisés et qu'on y a perdu un peu de charme. Ce qui me fait rire, c'est quand je vois les jeunes qui deviennent courtiers, et moi dans mon équipe, ils trouvent que c'est un métier génial. Ils trouvent qu'ils gagnent bien leur vie, qu'ils accompagnent des projets humains, que les relations avec les clients sont fortes. Moi, c'est vrai que là, ça doit faire 10 ans, 15 ans que je travaille ici. Mes clients, ça fait 2-3 fois que je les finance. Je les ai rencontrés célibataires, puis mariés avec des enfants. Donc, c'est amusant. Les jeunes courtiers trouvent qu'ils font un métier passionnant. Il y a de plus en plus de salariés en banque qui deviennent courtiers. Oui, c'est un métier qui est fantastique, mais moi, j'avoue que parfois, il m'a un petit peu usé. Mais parce que pendant 5 ans, j'ai beaucoup donné. Et ceux qui ont participé à cette transformation, on va dire mes confrères de la première heure, on a tous on a payé cher ce combat quand même contre les banques pour nous faire reconnaître. On a payé un certain prix. Eh bien, Bérengère, merci infiniment pour votre franc-parler et puis votre discours vrai et sans ambiguïté. C'est assez rare, donc merci. Merci Eric. Merci beaucoup. J'ai pris beaucoup de plaisir pour cet échange. À très bientôt. Au revoir. Merci. Et bien voilà, cette interview avec Bérengère Dubus est terminée. J'espère que vous en savez davantage sur le crédit immobilier, que vous avez compris quel est l'intérêt des courtiers, vers quoi on va en matière de crédit immobilier. Et puis, comme vous avez pu le constater, Bérengère ne manie pas la langue de bois, comme on l'a vu avec la dernière question que je lui ai posée, si elle recommandait en fait de s'engager dans la profession de courtier. Bon, on voit que sa réponse n'était pas nécessairement celle que l'on attend. En tout cas, je ne m'attendais absolument pas à cette réponse, ce qui montre bien sa liberté d'esprit et de ton. Et ça, c'est effectivement extrêmement intéressant. Je vous dis à très bientôt pour de prochains épisodes. En attendant, vous pouvez toujours me retrouver sur les réseaux sociaux, en particulier sur LinkedIn.